On était à 50 000 euros d'endettement moyen par exploitation en 1980, on est à 250 000 euros. 250 000 euros d'endettement moyen, un agriculteur Par exploitation, attention. Oui. On est au Moyen-Âge, quoi. C'est 29 euros par jour. La mutualité sociale agricole, tu vas te faire opérer, tu te casses une jambe, tu peux plus travailler, tu as 29 euros par jour. Qu'est-ce que tu vas faire avec 29 euros par jour? Les formations, c'est les chambres d'agriculture. Et malheureusement, j'ai le grand regret de te dire que la plupart des études d'installation sont fausses. Quand on parle de donner des aides à l'agriculture biologique, on pourrait presque en rire, quoi. Ça va faire peut-être 100 euros par exploitation. Ouais. Et moi, je suis agriculteur biologique, je peux tout de suite te dire, je ne vais pas perdre 5 minutes à remplir le document. Quand tu as 80 000 euros de recettes en moins par an, inutile de te dire que l'état de pauvreté, faut pas aller la chercher ailleurs, elle est là. Ça n'a rien à voir ni avec les écolos, ni les véganes, ni tout ça. Je ne partage en rien ce que dit Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, je ne sais même pas si elle connaît l'agriculture d'ailleurs. J'ai ni croisé Michel-Édouard Leclerc, ni Monsieur Schleicher de Super U au Resto du Cœur. Ça arrive des fois qu'on va voir les gens qui font du bénévolat. J'ai des amis qui font du bénévolat au Resto du Cœur. J'ai pas vu Monsieur Leclerc, j'ai pas vu de gens de l'agroalimentaire, j'ai pas vu le président de la FNSEA, j'ai pas vu ces gens-là. Pour ces gens-là, ça se passe bien. Bon alors, comment ça va, Philippe, depuis la dernière fois? Eh ben, ça va, on fait aller, le combat continue, comme on dit chez nous. Pour toi, ça va? Et puis là, on est en bonne présence de bonnes personnes. Ouais, pour toi, ça va, mais pour ton corps de métier, est-ce que ça s'est amélioré depuis la dernière fois? Alors non, il y a toujours le problème du 80-20. Il y a 80% des agriculteurs, plutôt d'une manière générale, céréaliers, ou une partie de la viticulture, et une partie des céréaliers qui se tirent plutôt, on va dire bien, du 2500, 3 4 000, ça peut être 5 000 euros mensuels. Puis après, il y a 80% en dessous de 1709 euros brut. Et là, 80% des paysans, 80-20, c'est l'inverse des salariés. Hein? C'est vrai. Les salariés, il y en a 20%, 17 exactement, qui sont au SMIC pur, et après, les 80 sont au-dessus du SMIC. Mais nous, c'est l'inverse, c'est 80-20, mais la descente, elle est dans le mauvais sens. Mais aujourd'hui, il y a des belles rencontres. Ouais. Des souverainistes. On a fait des belles rencontres. Des belles rencontres. On a des points communs, on peut avoir des désaccords, mais on avance sur un dialogue, on avance, on fait cogiter les gens, on les interpelle, que ça soit Nicolas Dupont-Aignan, Henri Guénaud. Il était bien, Guénaud, je ne l'ai pas vu. Oui, j'ai échangé pas assez longtemps avec lui. Donc, à l'initiative de Georges Kusmanovic et de Julien Aubert, Oser la France et République souveraine, eh bien, ça permet de créer des contacts. C'est Charlotte Girard, c'est François Boulot des Gilets jaunes, c'est François Coq. Il y a une diversité là d'intervenants qui fait que c'est intéressant. C'est beau, hein. Loïc Lefloc-Prigent, sur l'industrie, très intéressant. Donc, et puis après, moi, sur l'agriculture, j'ai fait un débat avec Alain Manjol, ingénieur agronome, à l'INRAE. Et puis Gilles Rivière Weinstein. Voilà, que j'ai manqué, qu'on voulait avoir en interview, on l'a manqué. Voilà. Comment ça se fait? Donc, moi, j'avais fait mon intervention au début, tout au début, là, dès à 10h, 10h30, le samedi matin. Oui, alors le problème central, pas que de l'agriculture, mais puisque là, on parle de l'agriculture, pour moi, ça a été dit, d'ailleurs, il n'y a pas tout à l'heure, par Henri Guénaud, j'ai échangé longtemps avec lui, c'est pas que le problème agricole, hein. Mais quand on prend du recul, une des clés, c'est l'éducation, c'est l'école, pour nous tous, hein, surtout pour nous les agriculteurs. C'est l'école et ensuite une vraie formation. Nous former avant de prendre des exploitations. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est bien formé, on est moins manipulable. Mais on n'est pas bien formé aujourd'hui? Non, alors pas du tout. Comment est formé un agriculteur? Pas du tout. Comment est formé un agriculteur et par qui il est formé? Tiens, j'aurais bien aimé te poser cette question. Un agriculteur, c'est travailler plus pour gagner moins. Un agriculteur, il n'a pas été formé. Alors, ça va. Heureusement, ça va. Si demain je vais être agriculteur, quelle formation je suis, qui me la donne? Les formations, c'est les chambres d'agriculture. Et malheureusement, j'ai le grand regret de te dire que la plupart des études d'installation sont fausses. C'est-à-dire que c'est des Une étude d'installation, c'est quoi pour les gens qui Une sont pas étude d'installation, c'est un projet. Tu couches à un projet
sur un document, tu dis voilà, demain je veux faire des lapins, des vaches, des cochons, des canards. Et là, tu as des organismes qui t'aident, centre de gestion ou chambre d'agriculture. Ok, c'est ça. Et malheureusement, les études, tu as une étude que tu vas coucher sur 5 ans, mais la production que tu vas faire, alors je mets à part ceux qui ont des productions au détail, ceux qui vendent eux-mêmes leurs produits, mais c'est 3 milliards d'euros sur 76 milliards d'euros de la ferme France. Donc, la vente au détail, il faut la développer, mais si on la double déjà, ça sera déjà énorme, hein, c'est un sacré travail, et ça s'improvise pas, hein, de monter, se mettre à vendre au détail, faire les marchés et tout. C'est un autre métier, hein. Donc tout le monde ne réussit pas à vendre au détail non plus, hein. Faut pas croire que c'est la poule aux œufs d'or, hein. Et donc le problème des études, c'est qu'on projette une étude sur 5 ans, mais dans les productions, je dirais les grandes productions, le mouton, le canard, le lapin, la production laitière, personne ne te dira avec certitude le prix de tes produits au-delà de quelques mois. Moi ? Oui, au-delà de quelques mois. Compliqué pour le business plan, ça. Eh ben, voilà. Donc, tu fais une simulation. Tu sais que les charges, elles seront là. Il arrive parfois qu'elles baissent. Faut quand même pas être démagogue. Mais souvent, les charges, elles augmentent. Tu te prends de l'inflation. Par contre, le prix de ton produit, tu es incapable, tu n'as pas la main sur le prix de ton produit. On en avait parlé l'autre fois. Et la base, elle est là. La base, elle est là. On va échanger après, on va développer, d'où l'intérêt de la souveraineté. Parce que ce qui est important, on parle du constat, mais c'est les solutions. Je les ai beaucoup entrevues avec les gens avec qui j'ai débattu, que ce soit François Boulot, après, hors caméra, mais François Boulot, Henri Guénaud, qui était quand même le conseiller de Sarkozy. J'ai soumis des idées à Oser la France aussi, Julien Aubert, enfin tous ces gens-là qu'on a côtoyés là. Parce que c'est bien, on dit on est prisonnier, on est dans le libre-échange, on peut dire tout le monde est des salauds, mais une fois qu'on a dit tout le monde est des salauds, Qu'est-ce qu'on fait ? on n'a rien résolu. Donc, déjà, ce que j'ai dit dans mon intervention, je voudrais quand même la reprendre, oui, ça se détériore. C'est-à-dire que je suis un peu sur le même type de discours que Loïc Le Foc-Prigent. C'est-à-dire que tout le monde dit il n'y a qu'à Faucon, tout le monde dit on va mettre des aides en place, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, on va aider, on va mettre une petite enveloppe pour l'agriculture biologique, on va aider ceci, on va aider cela. C'est des belles déclarations d'intention, mais sur le fond, on ne fait rien, mais absolument rien. Quand on parle de donner des aides à l'agriculture biologique, on pourrait presque en rire, quoi. Ça va faire peut-être 100 € par exploitation. Ouais. Et moi, je suis agriculteur biologique, je peux tout de suite te dire, je ne vais pas perdre 5 minutes à remplir le document. Parce que de toute façon, on n'est pas éligible. Parce que le chiffre d'affaires n'a pas assez chuté, parce que l'excédent brut d'exploitation n'a pas assez chuté. Enfin, je veux dire, en gros, faudrait qu'il tombe une bombe sur ta ferme pour être éligible. Ou tu vas être éligible, mais je te dis, tu auras 100 €. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Alors, ce qui est important de comprendre, parce que lors de ce débat, on n'a jamais le temps de tout dire, c'est que on va vers un effondrement. On le voit, l'effondrement, d'ailleurs. On est dépendant de 20% de notre alimentation. On n'a plus notre autonomie. Vous êtes dépendant de 20%, ça veut dire quoi Globalement, de notre l'alimentaire, on importe en moyenne plus de 20%. Aujourd'hui, on disait 20, donc si tu veux, le curseur, c'est un chiffre qui est sorti il y a un an. On doit peut-être être à 22 aujourd'hui. On va arriver rapidement à 25. Si tu veux, les plus et les moins, ils sont faciles à résumer. Hein. Les plus, c'est les vins et spiritueux. On est à plus 20 milliards de boni avec les vins spiritueux, les céréales qu'on exporte, hein, et un peu les produits laitiers. D'accord ? Okay. Là, on est à plus 20. Avant, on était à beaucoup plus que ça. Hein. Avant, à une époque, l'exportation de l'agriculture, c'était supérieur à Airbus. Ah merde, ah oui, quand même. Et aujourd'hui, après, tout le reste, c'est en moins. Les moutons, t'as moins 56, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on importe. Les légumes, c'est 28 et les fruits, c'est 75, puisqu'on fait une moyenne entre fruits et légumes, on dit c'est moins 50, parce qu'il y en a un qui est à moins 70 aujourd'hui. Bon, le porc, c'est pareil, moins 25, le poulet, moins. Alors, tous les autres sont des moins. Viande bovine, moins. Je dis, il y en a 3 qui sont en plus. Alors, quand tu fais les plus avec les moins, bah, on est à plus 6 milliards à peu près. Alors que la France, ça a été un grand pays agricole, plus que l'Allemagne encore, avait plus une force industrielle.
Et on était à plus 25, plus 30, voilà, au niveau des exportations. Et là, on s'effondre. Alors surtout dans l'élevage, hein, on va pas se voiler la face. Hein. On s'effondre à cause du mécanisme économique mondialisé, à cause de la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux, sans panneau de signalisation. Quand on roule en voiture, moi ça m'arrive d'avoir des amendes, il y a un panneau de signalisation qui me dit Philippe Grégoire, vous avez roulé à 147, c'était limité à 130, donc j'ai une amende. Mais là, nous, dans ce monde néolibéral, il n'y a pas d'amende. C'est le moins-disant social le plus fort qu'écrase les autres pays par la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, des prix bas. Et là, on a longtemps compensé, parce qu'il y a eu une période où on a reconstruit le pays de 1945 à 1960, parce qu'on a eu des tickets de rationnement jusque dans les années 50. Derrière, on a reconstruit le pays après-guerre. Et de 60 à 1980, il y a eu une très forte restructuration du monde agricole qui était concurrencée par l'industrie qui se développait. C'est-à-dire que dans les familles, il y avait plusieurs enfants. Il n'y a pas 4 fils qui pouvaient reprendre la ferme. Hein. Donc les gens partaient dans les usines. Hein. Très forte restructuration, agrandissement des exploitations. On est à peu près à 68 hectares aujourd'hui, de moyenne, sur la ferme France. C'est pas aussi énorme que ça, hein, par rapport à d'autres pays. Mais bon, ça continue toujours à augmenter. Et puis des années 60 aux années 80, il y a eu une forte restructuration des coopératives et de l'agroalimentaire. Et alors après, la dernière étage de la fusée, qui est la plus grave, c'est qu'à partir des années 2000, on est tombé dans une financiarisation de l'économie, avec des multinationales qui sont de plus en plus, qui ont avalé tous les petits. Et c'est transnational, c'est sur les continents entiers. Et ça nous conduit à fabriquer de la viande cellulaire, du lait synthétique. Viande cellulaire? Oui, de la farine d'insectes. La farine d'insectes. Attends, tu m'as appris 3 trucs là. Alors la viande cellulaire, parce que pour moi, ça, c'est dans Cyberpunk. Mais alors en vrai, c'est quoi? je vais y revenir juste 2 secondes, mais ce qui est important de comprendre, c'est que plus les exploitations, elles ont grossi, c'est-à-dire que à mesure qu'on a suivi... Alors, on ne pouvait pas rester avec 2 vaches et 4 hectares. Hein. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai aussi. C'est pas ça ce que je revendique. Alors, il y a la place pour des gens qui ont 5, 10 vaches, 15 vaches, sur les circuits courts, les gens qui transforment, qui font leur fromage, leur yaourt, ceux-là, ils n'ont pas besoin d'avoir 100 vaches laitières, on est d'accord? Mais ça, c'est des niches, d'accord? Mais autrement, je parle sur le conventionnel, sur la majorité des agriculteurs. On a compensé par les gains de productivité. Longtemps, très longtemps. Hein, et on a compensé par la main-d'œuvre familiale qui n'est pas rémunérée, que j'appelle les dermatos, les gens qui travaillent pour la peau. Ce que tu me disais la dernière fois, tu avais pu venir à l'interview parce que, en fait, ta femme a repris le business pendant 3 jours. En fait. Vendredi, c'est mon voisin qui aide ma femme à faire la ferme. Et le samedi et le dimanche, c'est mon fils qui est à l'école d'ingénieur qui fait le boulot. Et ce matin, dès à 7h, j'avais un SMS qu'il y avait un problème sur un compteur électrique, qu'il y avait un court jus. Il avait senti le cramer, il y a un bâtiment qui avait plus de lumière. J'ai dit, tant pis, tu laisses le bâtiment sans lumière, ça vous empêche pas de travailler, ça les empêche pas de travailler. Je verrai quand je vais revenir. Mais avec du vivant, c'est... Voilà, j'ai dit, tu vas pas faire venir un gars aujourd'hui, on est dimanche matin, ça va coûter une blinde, ça va coûter le déplacement et tout, il va falloir vendre 3 veaux pour payer le dépannage, donc c'est pas la peine. Voilà dans quel monde on est. Et alors, ce qui est important, c'est qu'on a monté, oui, les gains de productivité ont très longtemps... Alors, il y avait des difficultés, faut pas les nier, mais des gens en cessation de paiement et en faillite, entre, par exemple, 45, c'était beaucoup des petites fermes, entre 45 et 60, soit les gens continuaient l'agriculture, soit ils partaient faire autre chose, d'accord? Mais entre 60 et 80, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu de dépôt de bilan, mais il y en avait très peu. Les gens allaient au bout. Entre 60 et 80, là, ça commençait. Là, les producteurs de porc, hein, et puis après, le mouton. Entre 80 et 2000, le Commonwealth. Mais alors, on a augmenté nos outils. C'est-à-dire qu'on avait besoin de les augmenter. Bon, moi, je dirais un seuil, si on parle en vaches laitières, 30, 40 vaches laitières, 50 vaches laitières pour un couple, ça peut être raisonnable, 60. Mais après, on est monté. C'était 70, c'est 80, c'est 100, c'est 120, c'est 150, c'est 200. On arrive à la ferme aux On 5000 arrive à vaches. des couples, des fois, qui gèrent, je sais pas moi, 150 vaches laitières. Avec 150 ou 200 hectares. Alors là, on a l'attachement à l'industrie agroalimentaire qui est en cogestion, malheureusement, avec la FNSEA. On a l'attachement à l'outil agroalimentaire, beaucoup de volume pour, en gros, 1 000 €. Je l'ai bien décrit dans mon débat. Quand on arrive à décortiquer le revenu de l'élevage, on est autour de 1 000 €. Alors, certains
quand on prend des fermes références, on s'adresse à l'APCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, on dit écoutez, nous, on veut être optimistes, balancez-moi le nom d'exploitations qui font des vaches, des veaux, des canards, machin, et les gars, ils ont le moral. Ça va bien. Donnez-moi les fermes. D'ailleurs, c'est des fermes références. Donc, il y a des cars scolaires qui vont visiter ces fermes. Donnez-moi, nous, ça nous intéresse, on veut les voir. Donc, il y a des journalistes qui ont fait ce travail-là. Et quand ils ont décortiqué la comptabilité, on peut trouver des exploitations en vitesse de croisière qui sont à 1400, 1500. On peut trouver même des exploitations à 1800 € par associé. Alors, pas de moyenne sur 30-40 ans, mais sur des périodes. Et quand on décortique ce chiffre, sur l'élevage, on arrive autour de 800 à 1000 €. Pour combien d'heures de travail par semaine ? 80. Quand on décortique, pourquoi ? Parce que entre 1800 et 1000, tu vas me dire où passe celui qui fait 1800, où passe les 1000 ? C'est les cultures de vente, les céréales. Ouais. Les céréales, pour moi, c'est pas des canards. Hein. Ah non ? Ni du lait. Tu peux les laisser 3 jours, le temps de venir faire une interview. C'est le méthaniseur qu'ils ont monté, les gars. Mais c'est un choix. Hein. J'ai pas dit que, les gars, ils cherchent des leviers. C'est les photovoltaïques qui sont sur les bâtiments, qui ramènent de la rentabilité. Mais ce n'est pas un revenu avec l'élevage. Voilà. Et le problème, c'est que le garagiste qui répare ma voiture, il vit de son métier de garagiste, mais il n'a pas des panneaux solaires sur son bâtiment pour arriver à le faire vivre. S'il vit qu'avec ses panneaux solaires qui sont sur son garage et qui mange de l'argent à réparer les voitures, je suis pas sûr qu'il va continuer à réparer les voitures. Mais nous, en gagnant pas d'argent avec de l'élevage, on continue avec les panneaux solaires, le méthaniseur ou les céréales. Et alors, ce qui est important, que j'avais oublié dans mon débat, qui est très important, c'est qu'on a grossi les exploitations. Donc l'endettement, on est à un endettement moyen. On était à 50 000 € d'endettement moyen par exploitation en 1980, on est à 250 000 €. 250 000 € d'endettement moyen, un agriculteur ? Voilà. Par exploitation, attention. Oui. Alors, dans cet endettement, il y a les 20% qui vivent bien. On est d'accord. On est d'accord. On est bien d'accord. Il ne faut jamais oublier qu'il y en a 20%, ça dépend ce qu'on appelle vivre bien, mais qui peuvent être à 3 000 4 000 €, voire même plus. Hein. Il y a les champenois, d'ailleurs, là-dedans. Bon. Mais alors après, ce qui se passe, c'est que cette charge de travail, cet endettement, cette pression, le fait que nos outils soient plus gros en moyenne, conduit à une charge mentale énorme. La charge mentale, elle n'est plus du tout la même que dans les années 80 ou dans les années 60. C'est plus du tout les mêmes rythmes. Alors, il y a un confort de travail qui est nettement supérieur aux années 60 et 80. On va pas le nier. Aujourd'hui, dans une ferme d'élevage, il y a le robot de traite qui soulage les épaules, il y a des tracteurs modernes, ça, on va pas le nier. Bon, le temps de présence, il est toujours énorme, parce que c'est avec du vivant, et la pression financière, surtout comme il n'y a pas de revenus, quand tu as 300 000 400 000 € d'encours et que tu as 1 000 € de prélèvement, si ton épouse, elle est infirmière ou aide-soignante, elle ramène plus d'argent que toi avec tes 80 heures et tes 400 000 € d'encours bancaire. Et quand tu sors, parce que la question m'a été posée, alors ça, tout le monde peut le vérifier. Alors, il y en a qui font des sorties de ferme. Il faut toujours prendre des moyennes. Si on trouve, entre guillemets, le pigeon qui est capable de mettre 300 000 400 000 €, tant mieux. Mais les gens qui rentrent dans les sociétés, ça, on peut le vérifier sur Infogreffe, le ticket d'entrée, c'est entre 80 et 100 000 €. Ça veut dire qu'un agriculteur qui a travaillé pendant 42 ou 44 ans maintenant, il va sortir, il va se prélever en élevage, 1000, 1200 € ou 800 €. Allez, on va dire 1000. Sur une moyenne, hein. Et il va sortir il va vendre ses parts, il va sortir avec 100 000 €, mettons. Hein. Donc tu fais 100 000 divisé par 42 ou 44 années, tu vas voir, ça fait l'équivalent d'un repas le midi, j'ai regardé à peu près. Donc tu vois le ridicule du capital. Alors après, il y en a, ils vont me dire, il te reste ta maison. Oui, la maison, bien sûr. Oui. Mais si tu quittes ta maison, parce que quelqu'un prend ta place dans la ferme, tu vends ta maison, mais t'en rachètes une autre. Donc c'est une opération blanche. Il y en a qui n'ont pas de maison à eux. Hein. Alors après, il peut rester le foncier. Ceux qui ont du foncier en propriété, tout le monde n'a pas du foncier. Là, le foncier, à ta retraite, tu le loues. Hein, tu le loues, tu le vends. Bon, tu le loues, tu fais pas fortune. Hein, c'est pas des logements. Hein. Ouais, tu peux toujours faire un Airbnb, super. Mais toi, t'es censé élever des canards, mais sur une carrière, c'est ce que ça donne. Ouais. Donc, faut pas se voiler la face. Donc, t'as travaillé 42 ou 44 ans et tu ressors avec ce capital-là. Donc, si t'es pas propriétaire de ta maison, bon, les retraites sont petites. Je dois préciser, faut pas dire de conneries, avec la loi Chassaigne et autres, elles ont augmenté. Donc, ceux qui auront une retraite à taux plein, ça veut dire avoir cotisé toutes les années. Si t'as été en arrêt maladie avant, c'est pour ça que j'étais contre la réforme des retraites. On sera piégé
tous les gens plutôt pauvres ou des métiers précaires, des métiers durs, si physiquement on est arrêté, les années d'arrêt, de maladie seront pas... Il y aura des décotes. Mais si on n'a pas de décote, aujourd'hui, on va sortir autour de 1100. Ce qui est un progrès. Parce qu'on était... Ah mais oui, la plupart étaient à 700-800 euros, les agriculteurs. Alors, avant, parce que là, on est dans la financiarisation d'économie, si on remonte 15-20 ans en arrière, il y en a qui faisaient des sorties d'exploitation plutôt meilleures. C'est-à-dire que tu pouvais te payer, la plupart, je parle toujours des moyennes, l'équivalent d'une autre maison. Tu pouvais sortir avec un bénéfice de 150-200 000 euros. C'était pas des exceptions. Je parle en élevage. Et à mesure que la théorie de Ricardo, la financiarisation nous assèche, eh ben on est étranglé, bien sûr, par nos acheteurs, puisqu'on fait pas la facture, l'agroalimentaire, et on a cette charge mentale. Et j'ai répondu à la question. J'ai échangé avec Henri Guénaud qui était content parce qu'il n'avait pas pensé à ces éléments-là. C'est normal, chacun son boulot, chacun son métier. Pourquoi, au fait, dire qu'il y a beaucoup de suicides en agriculture, 2 par jour? Pourquoi le boulanger qui fait faillite, la PME qui fait faillite à Nîmes, là, pourquoi il n'y a pas autant de suicides que le monde paysan? Ben ça, je l'ai dit dans mon petit débat. J'ai dit, tiens, je me prends 2 minutes pour l'expliquer. C'est l'affectio familiae et l'affectio societatis. L'affectio societatis, on est en société. Souvent avec les parents, voire les frères et sœurs. Alors, les frères et sœurs, des fois, ils ont des parts dans les terres. Ça s'appelle un GFA, groupement foncier agricole. Et les parents, très souvent, ils sont... on a démarré avec les parents, donc ils sont dans la société. On est en société avec les parents. Puis après, il y a l'affectio familiae. Donc, quand on dépose le bilan, par rapport à un boulanger ou une PME, le jour où tu annonces à tes parents qui se sont rendus caution pour toi, ou tes frères et sœurs... Tu es en train d'annoncer à ta mère que tu l'as ruiné. Ouais. Le jour où tu déposes le bilan par rapport à une PME, tu entraînes la famille. Ouais. Donc, dans ton subconscient, tu te dis, mon grand-père a eu la ferme, mon père a eu la ferme. J'ai détruit l'héritage familial. Moi, je vais détruire la ferme. Donc, tu te dis, le problème, c'est moi. Voilà. Donc, comme le problème, c'est moi, je me détruis. L'affectio familiae. Alors Parce que tu entraînes la famille. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un boulanger. C'est très dur de déposer le bilan. Pareil pour un boulanger, pareil pour un... Ça, le dépôt de bilan, qu'on soit garagiste ou autre, c'est voilà. Bon, voilà. Mais si tu as des gens qui se sont rendus caution et qu'avec le bilan, là dernièrement, puisque nous, le SAMU social, on travaille là-dessus, il y a eu un dépôt de bilan, ça a entraîné la vente de la maison des parents. La maison des parents a été vendue. Voilà. Donc là, on n'est plus du tout sur les mêmes... Quand tu repars, tu déposes le bilan, tu repars à zéro, je veux dire, t'es pas heureux. Pas dire de conneries. Mais tu perds ton local, tu dis, j'ai travaillé 20 ans, j'ai zéro, j'ai plus rien. Mais quand t'es pas à zéro, mais que t'entraînes la maison des parents, là, c'est plus du tout la même chose. Parce que là, ça concerne plus que toi. Tu touches d'autres personnes qui ont créé un outil avant toi. Bon, alors bien sûr, tout ça, les politiques, l'agroalimentaire, eux, ils s'en foutent. L'agroalimentaire, il se restructure aussi, Il y a des boîtes qui ferment, il y a des regroupements, il y a des sites qui sont fermés. Parce qu'eux, économiquement, quand ça gagne pas d'argent, ils les gardent pas. Mais eux, ils se replacent, ils ont des subventions, ils se réorganisent, ils ont des aides de l'État. Puis c'est pas leur bien personnel. Il y a des directeurs d'industrie agroalimentaire, ils n'engagent pas leur maison. Quand ils ferment un site pour le restructurer, quand il y a des baisses d'activité, ça n'entraîne pas leur maison d'habitation, ni la maison de leur belle-mère ou leur beau-père. En aucun cas. Le privé est protégé. Tandis que nous, il n'y a pas de séparation entre le privé. En fait, dans l'agriculture, il n'y a pas de séparation entre le privé et le professionnel. Tu es toujours au boulot, mais t'as cette espèce de mélange, là, où tu vois, c'est particulier un peu. Mais il y a ça aussi, c'est les artisans commerçants. De toute façon, d'une manière globale, les travailleurs indépendants, c'est le modèle le plus violent dans l'économie libérale. Parce que par définition, le travailleur indépendant, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de SMIG, il n'y a pas d'arrêt maladie, il n'y a pas il y a des couvertures, je veux dire, on est au Moyen-Âge, quoi. C'est 29 € par jour. La mutualité sociale agricole, tu vas te faire opérer, tu te casses une jambe, tu peux plus travailler, tu as 29 € par jour. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 29 € par jour?
Qui va te remplacer dans ton exploitation avec 29 € par jour? Alors après, tu peux cotiser à des assurances, mais c'est privé, c'est payant. Alors moi, je me suis renseigné au niveau national, ceux qui cotisent, la moyenne, elle tourne autour de 35 €. 35-40 €. Qu'ils ont en plus des 29. Donc tu fais 35 plus 29, tu paieras pas quelqu'un avec cette somme-là pour te remplacer le jour de Noël. Donc là, on arrive au dermato. C'est le beau-père, la belle-mère, le frangin, le beau-frère, les amis, les copains. L'agriculteur, je te dirais, le voisin, je te dirais pratiquement non. Un peu au début. On le faisait avant, mais on le fait plus. Parce que comme on a monté les volumes de production par exploitation... Il peut te dépanner sur 3 cochons, mais il peut pas te dépanner il va te dépanner les premiers jours si tu es accidenté, le temps de trouver quelqu'un, d'organiser quelqu'un. Voilà. Mais comme lui, il est déjà à 18 heures par jour, il va pas en faire 23. Hein. Ben non. Il faut qu'il dorme, lui. Et en plus, les horaires de travail, d'intervention dans les animaux, les horaires sont les mêmes, le matin et le soir. Donc lui, il a son boulot, il peut pas lâcher son boulot pour venir faire le tien, quoi. Donc le premier jour, c'est l'urgence, et tout de suite, on regarde comment organiser. Alors, il y a les services de remplacement qui fonctionnent, hein. Mais bon, les tarifs, c'est des tarifs salariés, même que les gars sont pas payés en plus. Les gars, ils sont payés au SMIC, hein, dans les services de remplacement, ils sont pas très bien payés. C'est un métier très dur, ça, de dépanner les gens d'une ferme à l'autre, hein. Arriver dans des fermes où on connaît rien, on connaît pas où sont les boutons, les machins, tout ça, hein. Et l'exploitant, il a pas les moyens de se faire remplacer. Parce que la rémunération, on arrive aux 80% de en dessous 1709. Voilà. Et on n'est pas capable de financer notre retraite. On verse 3 milliards d'euros sur 15 milliards. 7 viennent de l'État et 5 de la sécurité sociale. Voilà. On est à la rue. Et c'est un modèle agricole qui, parce qu'on me dit que c'est de la faute des consommateurs. Et les consommateurs, ils mettent les citoyens, ils mettaient un quart de leur budget dans le logement. Aujourd'hui, ils mettent un tiers. Donc les gens, ils ont pris déjà une grosse claque avec le logement, qui coûte très cher. Donc ensuite, l'alimentation, bon, ils disent 15-16%, avant c'était 12-13 avec l'inflation, on serait à 16. C'est pas ça, le chiffre, il est à plus de 20. Moi, je suis arrivé à 20 dans mes calculs déjà. L'équivalent du salaire médian, 1850 €, 1850-1900, sur 53 millions d'adultes. J'ai déjà trouvé cette somme-là, moi. De par toutes les subventions qu'on a. C'est-à-dire la PAC, quand on fait un bâtiment, on a 40% d'aide, l'aide au gasoil qui va s'arrêter, là, mais nous, on a le gasoil, le rouge, là. Il est détaxé, on paye moins cher, c'est 2 milliards d'euros, l'aide aux coopératives, 2 milliards par-ci, 2 milliards par-là. Donc si on cumule tout ça, en fait, on ne paye pas la valeur réelle des produits, et après, on fait des petites perfusions. On donne une aide par-ci, une aide par-là, la politique agricole commune, même si on est contributeur net, parce qu'on verse 24 milliards, on en reçoit moins. Mais tout ça, c'est quand même des pansements sur des jambes de bois. Et au bout du bout, le consommateur, il paye un produit qui, pour moi, est cher, puisque lui, il a quand même du mal, une partie ont du mal à se nourrir, hein, et nous, on n'est pas rémunérés. Donc, le vrai problème, c'est le ruissellement. Notre grand chef Emmanuel Macron, que je salue, nous a parlé du ruissellement. Moi, je l'invite à aller voir les gouttières, où est-ce qu'elles sont bouchées. Parce qu'entre le consommateur qui paye et le producteur qui se suicide 80% en dessous 1709, ça, il peut pas le nier, hein. C'est les chiffres, INSEE, MSA. Donc les gouttières sont bouchées. Donc les gouttières, il n'y en a pas 50. Des collègues sont sur l'autoroute, des collègues sont un peu partout sur les 85 départements de France. Nous, en Mayenne, on a choisi la symbolique du pneu pour manifester notre mécontentement par rapport à tout l'appareil administratif là, qui nous régit aujourd'hui en agriculture. La revendication, c'est le ras-le-bol administratif, que des normes. On n'a pas les mêmes cahiers des charges que dans l'hors Europe. Il y a aussi le non-respect de la loi Egalim. On va prendre exemple
le coût de production, c'est 485 € les 1000 litres. Aujourd'hui, le groupe Lactalis nous paye 405 € les 1000 litres. C'est un non-respect envers ses producteurs. D'où la différence dans les 80 vins, je vous ai dit, je fais une petite parenthèse. Les vins qui gagnent mieux leur vie, ça part pas dans des camions de la même façon. Parce que c'est du vin. Le vin, les gars, ils font leur vinification, ceux qui gagnent bien leur vie, c'est en cave, et le vin, c'est pas une denrée périssable. Donc tu peux le vendre au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà. Que nous, c'est des denrées périssables. Donc ça monte dans les camions. T'as 2 jours. Voilà, mais voilà, le lait, c'est 3 jours. Les canards, il y a des dates, hein, les poulets, pareil, les cochons, pareil. Et dans les vins qui gagnent mieux leur vie, c'est quand même un phénomène qu'on peut soulever. C'est pas des denrées périssables. Le blé, c'est pareil, ou le colza, ou ce que tu veux. Tu peux le stocker chez toi. Ou tu peux le faire partir dans un camion à la coopérative, mais tu déclenches pas la vente. Tu le livres à la coopérative, il est en stock, tu payes des frais de stockage, et tu dis, écoutez, j'en vends 10% tout de suite, et je vous dis ce que je fais du reste de ma récolte. Et là, par téléphone, tu suis les cours, et tu dis, au mois de décembre, je vous revends 15%. Tu dis, au mois de février, je vous revends 35%. Mais quand tu as des canards, des lapins ou des cochons, là, tu peux pas faire ça. Et quand il est venu, tu es obligé, de toute façon, si tu les fais pas tuer, ils vont pas à l'abattoir, ils vont mourir parce que soit ils vont prendre du poids, ils vont étouffer, et après, puis la marchandise, après, ne peut plus se vendre. Parce que c'est plus consommable quand c'est trop lourd. Puis dans les hors-sols, tu peux pas pousser les poulets indéfiniment. Donc, les gouttières, faut que Emmanuel Macron, le ruissellement, il regarde. Bon, le chauffeur du camion, je crois qu'on va pas le mettre en prison. J'ai pas retrouvé de chauffeur de camion dans le 440. Non. Ouais. Donc, là, ça rentre dans une industrie agroalimentaire. Donc, il n'y a pas 50 intervenants. C'est l'industrie agroalimentaire qui est en cogestion avec notre syndicat et la grande distribution. Qui fixe les prix, comme on l'a dit l'autre fois. Qui ont la main sur les paysans. Voilà. Donc, ces deux-là sont pas ruinés, ni les uns ni les autres. J'ai ni croisé Michel-Édouard Leclerc, ni Monsieur Schleicher de Super U au Resto du Cœur. Ça arrive des fois qu'on va voir les gens qui font du bénévolat. J'ai des amis qui font du bénévolat au Resto du Cœur. J'ai pas vu Monsieur Leclerc, j'ai pas vu de gens de l'agroalimentaire, j'ai pas vu le président de la FNSEA, j'ai pas vu ces gens-là. Pour ces gens-là, ça se passe bien. Donc c'est bien ces deux grands pôles-là, sachant que nous, notre interlocuteur, c'est pas Leclerc, c'est l'industrie agroalimentaire, qui ensuite mène un bras de fer avec Leclerc. Alors, parce que ça, c'est un débat qui est quand même assez connu dans le monde agricole, hein, pour sortir de ça, c'est les échanges que j'avais très intéressants avec Julien Aubert, Henri Guénaud, François Boulot, François Coq ou d'autres. Hein. Pour moi, il y a 2 solutions majeures. Alors, par contre, on viole les traités européens. Je ne vais pas te le cacher. Mais des solutions, j'en vois pas beaucoup d'autres. C'est pour ça qu'on est pour la souveraineté avec Georges Kuzmanovic. Hein. C'est la seule solution pour moi. Il n'y a pas besoin de révolution, il n'y a pas besoin de faire de murs. Il n'y a pas de... Alors, il y en a qui vont dire que c'est du protectionnisme. Ça se fait au Canada. Hein. Ça fonctionne très bien au Canada. Ça a été mis en place en 1973 par M. Trudeau, qui était Premier ministre de l'époque. Hein. Ouais, attends, si j'ai pas de conneries, au Canada, c'est l'agriculteur qui fixe le prix, non? Oui, avec la gestion de l'offre. Alors, c'est pas l'industriel. Non, sur les volailles, les œufs et le lait. Okay. Pas sur la viande, ça n'a pas pu se faire parce qu'il devait y avoir des gros industriels, des grosses fabriques d'abattoirs et ça n'a pas abouti. Oui, donc si tu veux le prix du lait, je vais te le donner, il est assez facile. J'ai converti en gros le dollar canadien en euros. Donc nous, l'année dernière, il a été payé, je prends le conventionnel, parce que le lait bio, c'est qu'1,2 milliard, 1,3 milliard. Que l'autre, c'est maintenant, on plonge en production parce qu'on s'effondre, mais on va peut-être faire autour de 20 milliards cette année. Tu vois, hein, bon. Il a été payé, il faudrait dire 63 centimes. Voilà. Et nous, il a été payé 42. Donc il y a 21 d'écart. Voilà. Ce qui explique l'usine à gaz, les subventions en permanence, les agriculteurs sont en crise, tu vois les gars manifester avec des tracteurs, parce que, de toute façon, donc tu parles déjà de 20 centimes sur une ferme qui fait 400 000 litres de lait, par exemple, un couple, ça fait 80 000 euros de recettes. Bon, quand tu as 80 000 euros de recettes en moins par an, inutile de te dire que l'état de pauvreté, faut pas aller la chercher ailleurs, elle est là. Ça n'a rien à voir ni avec les écolos, ni les véganes, ni tout ça. Alors, comment arriver à ça? Il y a 2 solutions, c'est partir de ce qui marche, parce qu'il y en a qui n'ont pas attendu les politiques pour le faire, le comté, le maroilles, des appellations sur des territoires,
rester au niveau du territoire, ça répond en plus aux problèmes de la planète, ça répond en plus aux problèmes gaz à effet de serre, ça évite qu'on roule des marchandises sur des milles et des milles kilomètres. Alors, comme me l'a dit à juste titre Gilles Rivière dans le débat, on fait aussi une fixette du libre-échange mondial et tout ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup nos concurrents européens. Mais ça ne change rien qu'au niveau de la solution, il y a quand même de la viande qui vient d'Amérique du Sud. Le mouton, le Commonwealth, c'était pas les Belges et les Allemands. Hein. Bon, ça venait de Nouvelle-Zélande à gogo. Donc, ce qu'il faut, un truc simple, deux grandes solutions, très simples, pas révolutionnaire, il n'y a pas besoin de monter de mur, il n'y a rien à faire, c'est juste une volonté politique. Alors, il n'y a qu'un problème, je l'ai soumis à Henri Guénaud et à d'autres, ils m'ont dit très bien, sauf que ça viole les traités, c'est contraire aux traités européens. C'est de partir sur une base comme la charte de la Havane, qui avait été faite abolie en 1948. Alors, tu peux nous expliquer ? La charte de la Havane, c'est les non-alignés qui voulaient suivre ni le modèle soviétique, ni le modèle américain néolibéral qu'on a actuellement. La charte de la Havane a été signée en 1948 par 53 pays en vue de créer l'Organisation internationale du commerce, l'OIC, pas l'OMC. Le Sénat américain, qui venait de changer de majorité, a cependant refusé de ratifier le texte. 2 raisons expliquent cette décision, l'une de principe et l'autre d'opportunité. Le principe de l'équilibre de la balance des paiements, qui constitue l'apport essentiel de la charte de la Havane, aurait lié les mains à la première puissance mondiale. Les États-Unis auraient dû accepter un solde équilibré de leur balance des paiements et renoncer à l'époque à accumuler des excédents commerciaux. Quant à la raison d'opportunité, elle tient à l'immense stock de marchandises détenues par les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le besoin de les écouler sur des marchés extérieurs, de donner du travail aux GIs qui revenaient au pays après la guerre et de reconvertir l'industrie militaire en industrie civile. Il fallait donc que les États-Unis puissent exporter sans limite et utiliser le dollar comme monnaie mondiale. C'est le GATT qui s'est imposé en reprenant certaines des dispositions de la charte, faisant sauter celles qui s'opposaient à un libre-échange sauvage. La charte de la Havane, il n'y a pas de spéculation, c'est la coopération entre les États. Donc on peut faire la coopération entre les États pour tout ce qui est les échanges internationaux. Alors, ça ne rentre pas dans la ligne de la Commission européenne, on est d'accord. Hein, il n'y a qu'eux qui ne seront pas d'accord. Mais la coopération entre les États, c'est très simple, ça peut même se faire avec le monde industriel. J'en ai parlé avec Henri Guénaud, il m'a dit que ce n'était pas faux. C'est-à-dire qu'en langage clair, tu vends du blé, ou tu vends des fromages, ou tu vends des moutons, ou ce que tu veux, avec un certain nombre de pays avec qui tu fais de la coopération. Eux, ils vont te renvoyer, je ne sais pas moi, du vin, mais ils peuvent te renvoyer de l'industrie aussi. Ils peuvent te renvoyer des voitures. Voilà. Mais toi, tu vends tes moutons, ton lait ou tes céréales à ton coût de production à toi. C'est-à-dire, si on prend l'exemple du lait, nous, on le vend 63 centimes. Parce que tu as fait une coopération avec des gars en face de toi qui vont te renvoyer des produits de chez eux ou des voitures, mais à leur prix à eux. Alors évidemment, si tu achètes des voitures à eux, tu fais une coopération avec eux, la voiture, tu vas peut-être la payer plus cher que si tu contactes Toyota au Japon qui va être moins cher. Mais tu as fait un échange, tu as fait une coopération. Tu acceptes de payer sa voiture plus cher. Elle n'est pas forcément plus chère. Mais toi, tu vends plus cher aussi. Mais toi, tu vends aussi tes produits plus chers. Mais c'est quoi le truc de la coopération? C'est que tu vas conserver, nous, pour ce qui nous concerne, les agriculteurs sur le territoire, ça va permettre, on n'a que 27 millions de travailleurs dans la mécanique économique française sur 37 millions. On a des gens au chômage, on a le RSA, 27 sur 37. Si tu gardes ton agriculture sur les territoires, comme il manque 1,5 emplois en moyenne par exploitation, on l'a fait le chiffrage, on a un potentiel de 500-600 000 emplois rien qu'en agriculture. Mais après, il y a tout ce qui va autour. Qui dit agriculteur, dit tu conserves, parce que les vétérinaires, ils finissent par fermer. Les garages, ils finissent par fermer. Les gars qui vendent des tracteurs,
Ils vont pas vendre autant de tracteurs s'il y a 3 fois moins d'agriculteurs. Je veux dire, ils vont pas vendre des tracteurs chez les gens à la retraite pour tondre la pelouse. Donc, tu fais tomber toute une économie autour. Donc, tu ramènes des emplois dans la machine économique. Au lieu d'en avoir 27 sur 37, tu peux peut-être monter de 3-4 millions d'emplois. Qui dit des emplois, dit des cotisants, dit financement des retraites, dit du lien social, dit maintien des boulangeries, des écoles et tout ça. Et tu as fait de la coopération. Et lui, l'autre pays ou les pays qui acceptent de faire la coopération avec toi, ils sont dans le même schéma. S'ils te vendent des bananes parce que t'en as pas, ils les payent au coût de production là-bas pour tenir les producteurs de bananes. Quand tu sais, c'est pas moi qui fais les courses, quand tu sais qu'un kilo de banane, ça vaut 2 €, il y a des agriculteurs dans le monde, en Amérique du Sud, qui livrent les bananes à la coopérative 2 € les 100 kilos. Comment tu peux vivre en vendant des bananes 2 € les 100 kilos? Et après, dans les magasins chez nous, les bananes de là-bas, si elles viennent chez nous, elles vont arriver à 2 €, 2,20 € chez Leclerc ou chez U. Bon. Et le producteur, qui n'est pas français, Pas les 100 kilos. Hein. Tu te rends compte là-bas, 2 € les 100 kilos, le gars il a vendu ses bananes. Alors on nous dit, les gars, faut vous remettre en cause, ce qui tue l'agriculture, c'est les écolos et c'est le manque de performance. Je veux dire, l'écolo qui est en Amérique du Sud ou qui est en France, quelle influence il a sur les 2 €? Là, en l'occurrence, les bananes, elles sont conventionnelles. Bon, mais on s'en fout. Je sais pas avec quoi ils les ont traités, mais même qu'ils les traitent au même produit que chez nous, ça changera rien. C'est du dumping social. 2 € les 100 kilos. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Si tu fais de la coopération avec ces États-là et que tu es capable, alors je sais pas le prix qu'il faudrait qu'ils les vendent en tant que producteur, mais pas 2 €. Hein? Et lui, tu lui permets de vivre, tu respectes son coût de production et nous le nôtre. Alors ça viole les traités de libre-échange. Mais ça, c'est un modèle qui est les deux imparable. partenaires achètent et vendent plus cher et reprennent le contrôle sur leur prix. 2 partenaires. Comme toi, si par exemple tu faisais de l'échange, t'es très bon bricoleur dans ta maison, tu dis, alors là, bon, en plus ça peut être du troc, mais tu dis, moi écoute, je vais retaper la maison de mon voisin, et en contrepartie, sur la même, toi tu vas estimer ta valeur économique du travail que t'as fait, hein? En l'occurrence, ça y coûtera moins cher en plus que de prendre un artisan, mais bon. Et en contrepartie, lui va te rendre un autre service que toi, t'es pas capable de faire. Voilà. Et après, l'autre solution, sur le plus local, c'est copier sur ce qu'ils ont fait dans le vin, puisque eux, ils font partie des 20% qui se sont bien débrouillés, c'est avoir des appellations. Alors, eux, ils sont valorisés, parce que sur les territoires, l'appellation, elle donne un plus. Bordeaux, Coteau-du-Léon, le Champagne, évidemment, mais le comté, le fromage. C'est cette appellation qui donne un plus, qui permet que le fromage, un Chinois, s'il veut vendre le fromage 2 fois moins cher, il pourra pas dire qu'il a ce savoir-faire du comté. Il pourra pas copier, comme le parmesan en Italie. Je suis en contact avec des producteurs de lait italiens qui font du parmesan. Les gars, ils peuvent pas se plaindre. Alors, c'est plus de... Je sais plus je te dirais même plus les prix, c'est plus de 600 €, beaucoup plus que ça, qui sont payés. Hein? Donc tu vois, on n'est plus dans le même monde. Alors ça, c'est plus un marché quand même de niche, mais qu'on peut développer au niveau local, au niveau des territoires. Et là, t'as pas besoin de te prendre la tête. Hein? Et au niveau monétaire, on pourrait envisager par étapes de garder l'euro pour tous les échanges internationaux, monnaie commune, et revenir à la monnaie française pour tout ce qu'on fait entre nous. Là, on va à un repas au restaurant, on paye avec notre monnaie nationale, qu'on peut réévaluer ou désévaluer suivant les coups de butoir qu'on prend économiques sur les inflations, le taux de l'énergie, les parités entre les monnaies. Et après, dès que tu fais de la coopération entre les États, que tu vends des voitures ou tu achètes du gaz, ou parce que tu as toujours un commerce, là, tu peux le faire avec les euros. Ça pourrait s'envisager. Oui. Parce que l'argument au départ pour nous le vendre, le truc, c'était oui, mais vous pouvez pas utiliser votre argent pour aller faire vos vacances en Espagne. Je vais plus en vacances. On peut très bien. Et tout se fait en automatique par ordinateur maintenant. Il ne faut pas dire que c'est compliqué à gérer. Tout se fait en automatique par les ordinateurs. Mais pour en revenir à la coopération entre les États, c'est la seule solution pour éviter le dumping. Parce que sinon, c'est le moins-disant social. Tu as bien compris que le mouton, le lait, le canard, t'as toujours un gars dans le monde qui va lever la main, il va dire, écoutez, moi, monsieur, je suis capable de vous fournir les canards 20% moins cher. Donc, il va les fournir 20% moins cher.
ils payent pas les paysans, ils exploitent les paysans, parce qu'eux, ils gagnent pas d'argent non plus là-bas. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est la course. Et puis, c'est toujours plus de productivité, tu sais. Hein. Faut 1000 canards dans le bâtiment, puis après, on faut 2000. C'est ce qu'on expliquait dans 3000, la première interview. Et puis après, il y a quelqu'un qui vient, qui s'appelle L214, ou qui dit, hey, les gars, vous avez vu, mais oh. Vous êtes des malades, les pauvres bêtes, elles sont des... Bah oui, mais on nous a dit... Les gars, vous êtes des malades, là, vous faites quoi? Le type, lui, l'agriculteur... Lui, il a envie d'avoir 10 vaches. Hein. Lui, l'agriculteur, il va prendre l'écologie sous le gars de L214, il va dire, écoute, toi, mon gars, je te casse la gueule, faut que tu sortes tout de suite de mon élevage, t'as rien compris, t'es un con. En fait, c'est deux mondes qui s'affrontent, parce qu'il y en a un qui est pris dans un modèle économique qui l'a entraîné à produire plus, qui lui permet pas de vivre. Il est attaché financièrement à l'industrie agroalimentaire et à la banque. Et l'autre, l'écologiste ou le vegan, il dit, mais t'as vu ce que t'es en train de faire là? Tu fais souffrir les animaux d'eau. Et c'est deux mondes qui s'affrontent, qui se comprennent pas, alors que le système, il est pas viable. Et moi, je dis souvent, quand j'ai démarré le débat avec Alain Mangeol et Gilles Rivière, c'est que si on veut tirer notre profession vers le haut, nous les hommes, on travaille ensemble, on partage des points communs. Qu'est-ce qui nous anime? C'est la vie. C'est la vie. La vie, c'est quoi? C'est quand même l'écosystème, c'est les forêts. Le système qu'on a mis en place, qu'on a industrialisé, le modèle agricole à travers la planète, consiste, nous, si je reviens à nous, la France, l'Europe, à enlever la forêt amazonienne pour importer des protéines venant d'Amérique du Sud, principalement le Brésil, un peu les États-Unis aussi. Hein? On importe des protéines pour nourrir des animaux qu'ensuite on va tuer pour les manger. Mais on importe des protéines, on arrache, on détruit la forêt amazonienne, alors qu'il y a 500 millions d'hectares de disponibles dans le monde. Chez nous, on a 1 200 000 hectares de terres conventionnelles en friche. Ça, chaque année, ça augmente. À l'instant où je te parle, il n'y en a plus 1 200 000. Il y a peut-être 1 250 000 ou 260. C'est-à-dire que les gens abandonnent les terres par faute de rentabilité. Ça repart, alors après, ça repart plus ou moins boisé, mais de façon mal organisée, quoi. C'est des épines qui poussent, c'est pas des vraies plantations. Bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Et les terres sont en friche, ça n'a rien à voir. Parce qu'on a essayé de m'entraîner vers des débats écolos, et j'ai tout de suite mis les choses au clair. Je ne partage en rien ce que dit Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, je ne sais même pas si elle connaît l'agriculture, d'ailleurs. Je pense qu'elle la connaît pas. Ah, mange des merguez véganes. Voilà. Mais je pense que c'est un faux débat. C'est un débat. Avoir des gens comme ça permet de les envoyer sur les plateaux et de détourner le fond du sujet. Le fond du sujet, il y a 500 millions d'hectares qui ne sont pas exploités. Il y a 80 millions d'hectares en République démocratique du Congo. Hein, et ça, des terres, on a ce qu'il faut. Et j'ai pas oublié de rappeler qu'on n'utilise que 4,8 milliards d'hectares sur la planète. Seulement 4,8 milliards. Il y a 51 milliards d'hectares sur le globe. Alors, il y a les océans, bien sûr, tout ça. Bon. Mais après, il y a entre 10 et 12 milliards d'hectares de terres émergées. Mais le tiers, quoi. Bon. Et donc, alors là-dedans, bon, voilà, il y a des forêts, un peu, tout ça. Mais il y a du potentiel. Nous dire qu'il faut produire plus à l'hectare, remettre de la chimie, remettre du phyto pour dire on va passer de 100 à 120 quintaux. Calmez-vous, les gars. Il n'y a pas besoin. Il y a déjà 1 200 000 hectares en friche. Commencez par rémunérer les paysans. Hein, c'est pas toujours le produire plus. Puis après, il y a un débat de fond qu'on n'a pas eu. J'ai pas eu le temps parce que c'est toujours trop court. C'est puisqu'ils ont beaucoup attaqué sur les mouvements écologistes en disant que le problème de la France, c'est qu'on avait trop d'écologistes et c'est pour ça que les agriculteurs n'arrivaient pas à vivre. Bon, les écologistes, il n'y en a pas qu'en France. En Allemagne, d'ailleurs, je crois qu'ils sont peut-être bien encore plus puissants qu'en France. Hein, avec les Verts en Allemagne, ils sont plus puissants, à mon avis. Et ailleurs, les normes sont beaucoup plus contraignantes en Hollande, en Suède, au Danemark que chez nous. Nous, on est quasi équivalent à l'Allemagne. Certes, en Italie et en Espagne, il y a moins de normes. Ça, je le reconnais. Bon. Mais tu sais, les normes, quand t'as des gens qui sont payés dans des pays, des salariés 200-300 euros, c'est vrai que s'il y a un glyphosate qui est utilisé à 1,2 litre et dans le pays d'à côté, il a le droit de mettre 1,8 litre, tu vas dire « Ah oui, lui, il a droit à 1,8 litre, moi j'ai le droit qu'à 1,2 litre. » Mais tu sais, quand à côté, la main-d'œuvre, elle est payée 300 euros, et nous, le SMIG, tu vois bien, c'est 1709 brut, tu peux toujours aller te brosser avec ton 1,8 litre, hein, parce que ton 1,8 litre ou 1,2 litre, tu le mets pas sur toute ton exploitation. Hein. Là, nous, le problème phytosanitaire,
il concerne à peu près 16 millions d'hectares. On a 1 200 000 hectares en friche, on a des landes, et cultivables à la PAC, on est à 27 millions d'hectares. Tu vois? Bon. Donc, dans ces 27 millions d'hectares, il y en a à peu près 16 qui utilisent ce qu'on appelle les pesticides. D'autres appellent ça des médicaments. Il y en a 16. Mais si tu ramènes le coût à l'hectare de, entre guillemets, des pollutions, il n'y a pas que les agriculteurs, parce que il y a les villes, c'est complexe. Hein, mais c'est entre 3 et 4 000 euros de l'hectare, le coût, quand même. Hein, si tu le ramènes à l'hectare. Donc, c'est pour ça que quand les gens me disent le bio est cher, sur une pomme bio, je ne sais pas. Quand on dit elle est chère, je ne sais pas l'évaluer parce que je ne connais pas le prix de la pomme bio. Ni le prix du steak bio, ni le prix du lait bio, je ne le connais pas. Parce qu'il y a l'impact sur l'environnement, il y a 2 études, il y en a une à 55 milliards et il y en a une à 96 milliards par an du coût du modèle économique, qui n'est pas de la faute des agriculteurs. Hein. Attention, c'est pas les agriculteurs conventionnels qui sont victimes. Eux, ils sont victimes, ils sont pris dans un modèle économique où s'il n'utilise pas les produits, de toute façon, le voisin d'à côté, il va l'utiliser, les Allemands, donc toc, tu vas perdre ton marché. Voilà. Mais c'est un coût énorme. Donc, pour moi, la solution, elle est là, c'est la coopération entre les États et non toujours tirer les sociétés vers le bas, produire plus, avoir des élevages de plus en plus gros. Bon, alors la viande cellulaire... Ah oui, alors, attends, parce que tout à l'heure, tu m'avais parlé de ce truc-là, j'étais dans Cyberpunk, là. C'est la viande cellulaire, tu m'as dit, le lait synthétique, ou je sais pas quoi, non? Oui, et la farine d'insectes. Farine d'insectes, peut-être. Attends, c'est financé par... Mais c'est quoi de la viande cellulaire? Alors, je vais t'expliquer. Alors déjà, il faut savoir que l'industrie agroalimentaire, qui est la FNSEA, parce que ça, on peut pas le nier, hein. D'ailleurs, c'est même officiel, il suffit d'aller sur Internet, la cogestion coopérative agroalimentaire FNSEA, elle existe depuis 1959. Ça s'appelle le COPA-COGECA. Okay. Et le COPA-COGECA, c'est le regroupement des FNSEA dans les 27 pays européens avec les coopératives. Okay. Donc COPA, c'est les FNSEA, et COGECA, c'est les coopératives. Donc en fait, c'est même officiel, tu vas sur Internet, voilà. Donc la cogestion, mais l'agroalimentaire, si tu veux, il s'adapte en permanence. Et dans les investissements qu'ils font avec M. Macron, la Banque publique d'investissement, c'est quand même M. Macron, c'est le bras de l'État, puisque la Banque publique d'investissement, 50%, c'est la Caisse des dépôts et consignations, et 50%, c'est le financement de l'État. Ils investissent, donc nos coopératives, ou des outils multinationaux privés, ils investissent dans la viande cellulaire. Il y a 2 laboratoires chez moi en Maine-et-Loire. C'est quoi la viande cellulaire? La viande cellulaire, tu prends un animal, une vache, un cochon, ce que tu veux. Ça, je vois. Et puis après, j'ai pas vu se faire, mais je connais un peu le processus, mais j'ai pas été dans le laboratoire. J'aurais peut-être pas le droit d'y rentrer. Ils prennent des cellules. Un laboratoire, j'aime pas. Non, mais ils prennent des cellules de viande, et avec ces cellules, ils peuvent après les dupliquer par, alors je sais pas par quel nombre. Je le bouffe, ça. Ils doivent me prévenir quand même quand je bouffe ça. Alors, ça, je pense que tu seras pas prévenu. Ah merde. Non, peut-être au moins dans Cyberpunk, tu peux choisir si tu prends de la viande synthétique ou de la vraie. Là, peut-être que le jour de ta sépulture, tu recevras les honneurs et tu auras la médaille nationale. Non, je blague. En France, une seule entreprise s'est pour le moment lancée dans le secteur. Elle s'appelle Suprême. Comme son cousin américain Hampton Creek en 2017, ils vont produire du foie gras, sans gaver de canard, mais en lui prélevant simplement quelques cellules. Ce n'est ni de l'élevage traditionnel, ni de l'élevage industriel. On pense que la viande cultivée est cette 3e voie qui permettra d'apporter des protéines et de la viande à l'humanité avec un impact bien plus positif sur l'environnement et qui permettra tout simplement d'être soutenable à long terme. Car à l'horizon 2050, il faudra nourrir 9,8 milliards de personnes. Pour les entreprises de viande cultivée, produire de la viande en laboratoire permettrait de pallier au manque de ressources. Le tout sans tuer d'animaux. Mais alors ça, la viande cellulaire, le lait synthétique, la boîte, elle est auprès de Saint-Étienne, dans la Loire. Il vient d'où ton lait synthétique? Ça vient des États-Unis, le lait synthétique. Oui, mais par rapport à la vache, il y a des gougouttes, tu prends le lait. Ouais, mais et après... Et là, il vient d'où le lait synthéquique? Non, au départ, ils doivent démarrer avec du lait, normalement. Okay. Et après, il arrive à le multiplier. Il coupe, il met de la flotte. De par le produit. Ah bah, c'est des processus de labo.
Et la farine d'insectes, parce que j'ai une idée du processus, Ah bah, mais j'ai pas envie de l'industrie, savoir. alors, faut savoir qu'il existe des bâtiments, c'est passé dans la presse, il y a des bâtiments où les gens élèvent des insectes. Et après, tu peux manger soit les insectes, soit la farine d'insectes. Alors, c'est un moyen, aujourd'hui, à l'industrie agroalimentaire, pour toujours essayer de tenir un prix très bas pour les gens qui n'ont pas les moyens. J'espère bien. Et c'est un peu des produits fourre-tout dans lesquels tu auras du mal à... Alors bon, après, faut pas se faire peur avec ça. Ça veut pas dire que demain matin, mais il faut savoir que ça existe. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le concept de toutes ces recherches-là n'a qu'un but. C'est toujours de faire du profit, soit sur l'alimentation, soit sur les anciens quand ils sont en EHPAD, soit sur... Le but du jeu, c'est toujours de faire du profit, en fait. Alors, qu'on utilise la financiarisation de l'économie pour l'éducation, pour la santé des gens, pour l'alimentation, c'est un véritable scandale. L'alimentation, ça ne doit pas être financiarisé. On doit respecter, qu'on soit bio, pas bio, biodynamie et tout, qu'on mesure l'impact des produits, s'ils sont dangereux ou pas. Il y a des agences pour le faire, moi je suis pas compétent. Je sais que Paul François et d'autres, il y a eu des leucémies suite aux produits phytosanitaires. Ça, c'est révélé. On a gagné. Bayer Monsanto viennent d'être condamnés pour la 3e fois. C'est une victoire pour Paul François. Cette bataille dure depuis 10 ans. C'est beaucoup d'émotions parce qu'il a fallu se battre et subir l'harcèlement de Monsanto contre nous. Et donc c'est un message fort qui est donné au-delà de Monsanto à Bayer, qui est le propriétaire de Monsanto. Le céréalier charentais avait été intoxiqué accidentellement en 2004 par un désherbant, un herbicide aujourd'hui retiré du marché. Par 2 fois, les tribunaux avaient reconnu sa maladie professionnelle, mais le géant américain avait contre-attaqué en cassation. La Cour d'appel de Lyon vient donc de condamner une 3e fois la multinationale. Après, la bataille juridique entre ceux qui sortent des études, elle n'est pas facile à trancher pour une raison simple. C'est que les lobbies qui ont vendu ces produits-là, qui nous ont vendu des semences, qui ont travaillé sur les semences, qui ont sélectionné des semences, qui vont produire plus, mais qui en même temps vont tomber malades, ils tiennent tout. Parce qu'ils vendent une semence qui va produire plus, mais ils savent qu'elle va tomber malade. Ils savent qu'il faudra lui donner beaucoup à manger pour la faire produire, donc des engrais synthétiques, qu'eux, ils vendent eux-mêmes. Et ensuite, ils savent qu'elle va être malade. Donc, ils vont donner traitement numéro 1, traitement numéro 2, traitement numéro 3. Donc, ils ont anticipé tout ça. Ils gagnent de l'argent depuis longtemps. Donc, ils ont une force de frappe quand on dit oui, les études, c'est controversé. Regarde, il y a une étude qui dit c'est pas dangereux, tout ça. Bon, moi, il y a une chose qui m'interpelle, qui est toute simple. Il y en a un, il a pris de l'avance. Il va mettre 100 milliards sur la table pour sortir les études. Et l'autre, qui veut protéger le peuple, il va mettre 1 milliard. Lequel va avoir le dernier mot? Celui qui a 100 milliards à mettre ou celui qui a 1 milliard? Moi, je dirais, parce que je peux pas trancher là-dessus, je dirais que celui qui dit qu'il n'y a aucun danger pour l'homme et les écosystèmes, les produits, il le signe, comme on signe des fois des engagements, lui approuvé, je m'engage sur l'honneur en tant que président de la République, je m'engage sur l'honneur en tant que président de région. Oui, on n'a pas. Donc, il ne veut pas s'engager sur un truc qu'il Je a pas, m'engage à être poursuivi si il est prouvé que ça... Voilà. Et ça sera... Alors, parce que le problème de ça, c'est que ça peut rebondir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On a le recul avec l'amiante. La preuve, on peut l'avoir que dans 25 ans. Oui, non, mais... Et ceux qui auront pris les décisions, ceux qui auront pris la décision, ils diront, écoutez les gars, moi on m'avait fourni des études, je ne pouvais pas, le moment donné, je ne pouvais pas dire que c'était dangereux. Mais oui, mais c'est même pas la question, t'as pas à montrer que c'est dangereux. C'est comme pour le Covid, les mecs disent non, il n'y a pas d'études le principe de précaution, tu l'appliques pas quand tu as la preuve que c'est dangereux. Le principe d'un principe de précaution, c'est que tu l'appliques parce que tu es précautionneux, parce qu'il y en a peut-être un. Donc c'est débile, c'est toujours le même truc. Ils te disent on n'a pas la preuve on s'en fout de l'avoir. S'il y a un doute, il y a principe de précaution. Après, sur les phytos, on dit souvent le problème, c'est pas réalisable parce qu'on est dans une impasse, les agriculteurs. Effectivement, on est dans une impasse parce qu'on nous a mis dans une impasse. Toute la recherche a été faite sur ce modèle-là. Si tout l'argent qui a été mis
depuis la politique agricole commune, depuis Pisani, les années 60. C'est là qu'on est parti à fond. Si tout l'argent qui a été mis depuis les années 60, elle avait été mise à faire des recherches dans un autre modèle, ou qu'on avait fait 50-50, dans un autre modèle agricole, alors, on peut pas forcément l'appeler bio, c'est pas forcément bio, mais un autre modèle agricole, on aurait sans doute déjà trouvé. Il y en a en bio aujourd'hui, en élevage c'est plus facile, parce qu'en herbe on tourne, mais en céréales, il y a des gars qui ont 30 ans de recul en bio. J'ai pas dit que c'était facile, que les gars ils ont aucune technique, ils n'ont rien. Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais il y en a qui y sont arrivés avec pas de moyens. Avec pas de moyens. Bon. Alors, bien sûr qu'on peut pas le généraliser. Mais on peut pas le généraliser parce que le système, il a consisté qu'il y a un couloir. Il y a qu'une solution. Celle qu'on a aujourd'hui. Le modèle ultralibéral. On nous a emmenés que dans ces schémas-là. Et je dis souvent, le reproche que je fais à l'agroalimentaire et aux syndicats, c'est qu'ils ont entraîné les agriculteurs dans un modèle. Mais on n'a pas exploré tous les modèles. Alors maintenant, ça évolue. Et moi, je voudrais dire, très positif, j'attends beaucoup des néo-ruraux. Parce que dans le monde... néo-ruraux. Oui, les gens qui sont hors cadre agricole. Ok. Parce que dans le monde agricole, les gens, par les générations, pas tout le monde, hein, mais par les générations, mon père était aussi un peu comme ça, on s'est créé des certitudes. Donc si on a labouré pendant 50 ans, si un jour tu dis je vais plus labourer, je vais faire du SMI direct, oh là là, qu'est-ce que t'as pas dit là? La première fois que j'ai dit à mon père, et encore mon père, lui, il respectait le renouvellement des générations, donc il mettait pas de barre dans les roues. Mais la première fois que je lui ai dit que j'allais arrêter de labourer, que j'allais passer au sans-labour, oh là là! Et je pense qu'il n'a pas dormi de la nuit. Il s'est dit, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, oui, parce qu'on rentre dans des certitudes. Si tu veux. On a toujours fait comme ça, et on se dit, on va pas récolter. On peut pas faire autrement. Alors, ça veut pas dire qu'il faut plus labourer, hein, c'est pas ce que je viens de dire. Faut s'adapter suivant les régions et les voilà. Mais je veux dire, il n'y a pas d'ouverture dans ce monde agricole. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Et tant qu'on n'aura pas... Et l'avantage des néo-ruraux, c'est que les néo-ruraux, ils n'ont pas eu le père ou le grand-père, ils n'ont pas ces certitudes. Ils vont faire l'essai. Ils vont aller dans d'autres modèles, d'autres solutions, souvent plus vertueux. Parce que ce qu'on a besoin, c'est d'un modèle vertueux, qui respecte l'environnement, qui respecte les hommes, qui rémunère les producteurs, qui en même temps va rémunérer les salariés, parce que quand on dit, je l'ai dit dans mon débat, on trouve plus personne, les Français sont des feignants, ils veulent pas faire les saisons, ils veulent pas faire les vendanges, j'ai dit les gars, écoutez, je suis désolé de vous dire que moi j'ai des copains qui ont passé 40 ou 42 ans dans des vignobles à travailler, où ils maîtrisent tout, sauf la commercialisation, ils gèrent le vignoble, les machines à vendanger, les tracteurs, ils gèrent le vignoble aussi bien que le patron, ils connaissent sur le bout des doigts, et ils passent leur vie à 1350 € pour motiver des gens à 1350 € pendant 42 ans. Voilà. Alors après, on va me dire, c'est parce qu'on peut pas les payer plus cher. Ça peut être vrai, mais pas dans toutes les filières. C'est pas toujours vrai. Ça sert de prétexte pour ensuite faire venir des Bulgares. Et après, on dit, les immigrés, ça pose un problème en France. Les immigrés, les Bulgares, moi, les gens qui viennent en France, j'appelle ça l'exportation du chômage. J'appelle ça l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà. C'était pas une note forcément positive pour conclure, mais je crois que le message est passé. Merci à toi d'avoir été là. Merci aux Greg. Spectateurs, merci. Bon courage, Greg. Merci, je t'en prie. Merci à tout le monde. Merci aux spectateurs, merci à la régie, merci à Amélie, merci Cognac Gel. Merci à Amélie, ouais.